Alors imaginez un instant, un écrivain qui passerait toute sa vie à écrire non pas plusieurs livres, mais un seul et unique livre. Ça peut paraître fou, mais c'est pourtant le projet de l'immense auteur algérien Kateb Yassine. Lui, il n'a pas cherché à accumuler les titres, non, il a consacré son existence à une seule œuvre, une œuvre vivante, en constante métamorphose. C'est lui-même d'ailleurs qui a le mieux résumé son travail avec cette phrase assez incroyable. Il se voyait comme l'homme d'un seul livre, oui, mais aussi comme, à la fois, une ruine et un chantier. Une ruine et un chantier. C'est un peu paradoxal, non? Eh bien, c'est justement cette tension qui est la clé pour entrer dans tout son univers. Alors, plongeons là-dedans. L'homme d'un seul livre. Concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'une œuvre peut prendre la forme d'un poème, puis d'un roman, puis d'une pièce de théâtre, tout en restant, la même œuvre? En fait, pour Kateb Yassine, c'était simple. Toute sa production, tout ce qu'il a écrit, c'était comme un seul organisme vivant. Un organisme qui changeait de forme, qui se métamorphosait sans arrêt. Il ne voyait pas des livres séparés les uns des autres, pas du tout. Il voyait plutôt les différentes phases d'un même diamant, un projet unique qu'il n'a jamais cessé de polir, de transformer, de réinventer. Et ça nous amène à sa deuxième image, tout aussi forte, la ruine et le chantier. C'est vraiment la métaphore centrale pour comprendre son écriture. On a l'impression que ce sont deux choses qui s'opposent, n'est-ce pas? Et pourtant, chez lui, c'est le moteur même de la création. Et cette tension, elle est incroyablement fertile. D'un côté, on a la ruine. La ruine, c'est tout ce qui vient du passé, l'héritage des ancêtres, les souvenirs personnels, une histoire fragmentée en morceaux. Et de l'autre côté, il y a le chantier. Le chantier, lui, il est tourné vers l'avenir. C'est l'espoir, l'envie de rassembler les morceaux, de reconstruire quelque chose, une communauté, et d'imposer un ordre. Mais un ordre poétique face au désordre du monde. Alors, pour bâtir ce chantier à partir de ces ruines, sa méthode était, disons, radicale. Il a complètement fait exploser les frontières entre les genres littéraires. Ses textes, c'est une sorte de collage. On y trouve des passages de pure poésie juste à côté d'un récit historique, puis des extraits de journal intime, et tout à coup, une scène de théâtre. Le temps, l'espace, tout est mélangé, disloqué. C'est une lecture qui peut déstabiliser au début, c'est certain, mais qui est d'une richesse absolument folle. D'ailleurs, le critique Abdelkebir Katibi a trouvé une formule choc pour décrire ça, une technique terroriste. Le mot est fort, mais il ne faut pas le prendre au sens péjoratif, bien au contraire. Ça montre à quel point l'écriture de Kateb était volontairement subversive. Son but n'était pas juste d'écrire une belle histoire dans un moule existant. Non, son but c'était de dynamiter le moule, de faire exploser la structure traditionnelle du roman. Mais attention, cette révolution dans l'écriture, ce n'est pas juste un exercice de style, un jeu d'intellectuel. Pas du tout. Si son œuvre est si fragmentée, si explosive, c'est parce qu'elle est née d'un choc immense, d'un véritable traumatisme historique qui a marqué sa vie à jamais. Pour expliquer ce rapport de force entre l'art et la politique, il avait une autre image, toute simple, mais très parlante. Imaginez un pot de terre et un pot de fer. La poésie, c'est le pot de terre. C'est beau, c'est fin, mais c'est fragile. La politique, c'est le pot de fer. C'est brutal, c'est lourd, c'est destructeur. Et que se passe-t-il quand les deux se cognent? Forcément, le pot de terre vole en éclats. Mais, et c'est là que tout le génie de Kateb se révèle, ce qui semble être une faiblesse est en réalité sa plus grande force. Parce qu'en acceptant d'être brisée, en racontant sans cesse sa propre destruction, la poésie ne se soumet pas. Au contraire, elle lance un défi permanent au pouvoir politique. C'est un acte de résistance ultime en fait, c'est révolutionnaire. Et cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Elle est ancrée dans sa chair, dans son histoire. Le 8 mai 1945, il est adolescent, il a 16 ans, et il manifeste à Sétif contre le pouvoir colonial. La répression est d'une violence inouïe. Il voit les massacres. Il est arrêté, emprisonné. Il subit même un simulacre d'exécution. Et le traumatisme est si grand que sa mère en perd la raison. Ces événements-là, c'est la source, c'est le carburant de toutes ses obsessions, et donc de toute son œuvre. Et tout ça, le livre unique, la ruine, le chantier, le choc entre la poésie et la violence politique, tout ça va converger, s'incarner de manière magistrale dans son grand roman, son chef-d'œuvre publié en 1956, Nejma. Nejma, en arabe, ça veut dire étoile. Et c'est exactement ça. Elle n'est pas vraiment un personnage comme les autres, avec un début et une fin. Non, elle est plutôt comme une étoile, un astre mystérieux autour duquel tout le reste du roman tourne. Les autres personnages, les souvenirs, les événements. Elle est un symbole aux 1000 facettes. Nejma, c'est l'Algérie elle-même. Une nation qui se cherche. C'est aussi la mémoire d'un passé tribal, un peu perdu. C'est l'avenir, plein d'incertitudes. Mais c'est aussi beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel. Elle représente une femme aimée, une cousine perdue. Et peut-être même, de façon plus secrète, sa propre mère, celle qui a sombré dans la folie.
Du coup, il ne faut pas s'attendre à une histoire classique avec un début, un milieu, une fin. Pas du tout. Le roman, en fait, il essaye de reconstituer une sorte d'arbre généalogique éclaté, celui de la nation algérienne. À travers des histoires de famille complexes, de rivalité, de passion, il dessine le portrait d'une identité nationale qui est à la fois désirée et impossible à saisir complètement. Voilà, la boucle est bouclée. On revient à notre point de départ, cette idée d'une œuvre qui n'a pas de fin, d'un texte qui est un processus, une porte qui reste toujours ouverte. Cette phrase résume tout, je trouve. En lisant Kateb Yassine, ils ne font pas chercher à résoudre le livre, à trouver la signification. Ce n'est pas le but. Le sens, il est volontairement laissé en suspens, toujours repoussé. C'est une invitation à chercher, à explorer encore et encore. Au final, ce que Kateb Yassine nous a laissé, ce ne sont pas juste des histoires finies, bien rangées sur une étagère. Non. Son véritable héritage, c'est cette idée révolutionnaire que la création elle-même est plus importante que l'objet fini. C'est le chantier qui compte, pas seulement la maison. Et ça nous laisse avec cette question, une question vertigineuse. Si une histoire n'est jamais vraiment terminée, est-ce que son pouvoir peut un jour s'épuiser? Si une œuvre est pensée comme un chantier perpétuel, une ruine qui n'arrête jamais de se reconstruire, est-ce qu'elle peut seulement vieillir? Ou est-ce que, au contraire, sa force se renouvelle à l'infini, à chaque nouvelle lecture? Le génie de Kateb Yassine est peut-être là, dans cette interrogation sans fin.